l'Espagne démontre une fois de plus que lorsqu'on pense sur l'avenir, on peut construire quelque chose de fort. Jusqu'en 2010, l'équipe d'Espagne était une équipe quelconque. Je veux dire quelconque, ça veut dire qu'ils avaient des gros noms, des noms ronflants, mais c'était pas une équipe qui arrivait au bout d'une compétition. Et vous avez vu depuis 2007, puisque c'est en 2006 que l'histoire a commencé à être construite avec le renforcement de Barcelone et du Real Madrid, les deux clubs phares. Vous avez vu comment la fédération espagnole a travaillé avec un profil de joueurs. Ils ont dit quel football nous voulons jouer. C'est la question simple et basique. Ils ont défini une politique. Ils ont défini une politique de jeu et une identité de jeu à l'espagnol. Oui. Identité d'ailleurs qu'ils ont triché d'un pays comme le Pays-Bas, venant de Johan Cruyff. J'espère que la fédération espagnole va ériger une statue à Johan Cruyff parce que c'est lui qui a déporté le football total du côté de l'Espagne et l'Espagne a modélisé ce jeu. Ils ont dit quel type de joueurs avons-nous besoin. On était des années 2000. Aujourd'hui, nous sommes en 2026. Ça veut dire qu'un footballeur qui est né en 2000, à 26 ans aujourd'hui, et il gagne la Coupe du Monde. Je parle de Rodri, et évidemment, qui gagne la Coupe du Monde. Donc, du coup, vous voyez que l'Espagne a défini son style de jeu. Ils ont dit, voilà le type de jeu que nous voulons à chaque poste. Parce qu'à une époque, l'Espagne avait un problème, d'abord, de densité au niveau de la taille. Ils avaient un problème des joueurs qui n'étaient pas assez physiques. Ils ont travaillé ça. Et vous voyez donc aujourd'hui, c'est le résultat d'une pensée, c'est le résultat d'une conception à l'Espagne. Donc aujourd'hui, on voit depuis 2008, d'ailleurs à l'Euro 2008, Mondial 2010, après jusqu'à l'Euro qu'ils ont gagné dernièrement, puisque rappelons que l'Espagne a gagné toutes les compétitions où ils ont participé majeures. C'est-à-dire que l'Euro, parce qu'ils ont gagné, l'Euro 2024, ils ont gagné, ils gagnent le Mondial 2026. Ça veut dire qu'ils sont dans les Jeux Olympiques. Ils gagnent la Coupe des Nations. La Ligue des Nations. Non, la dernière a été gagnée par le Portugal. La dernière a été gagnée par le Portugal en 2025 par le Portugal. Donc du coup, il gagne en 2024, mais 2025 il gagne par le Portugal. Vous voyez que donc en fait, ils sont dans un construit d'une identité de jeu et c'est ça qui a fait la différence. Vous voyez, l'Espagne depuis 2008, sous la souvenance, joue avec un faux avant-centre. David Villa, Torres, quand même, était davantage, mais à l'équipe d'Espagne, jouait en faux avant-centre. Et c'est l'identité qui a continué. On a vu les Tchèques Fabregas avant-centre en Espagne, gagner le mondial, tout simplement. Donc, on pense que l'Espagne a construit son jeu sur une base, sur une philosophie, et même sur la morphologie des joueurs qu'il faut former. Et ça, c'est à tirer un coup de chapeau et à dire aux pays qui regardent l'Espagne de se dire, construisons le football. Vous voyez, par exemple, en Espagne, comme dans les pays développés dans le football, il n'y a pas de génération miracle. Non, pas miracle, spontané. Non. On vous dit génération 2000, génération 2010, 2011, 2012, on les suit et on connaît à quel niveau ils vont atteindre et comment ils vont entrer de leur pays. Et vous voyez donc des résultats. Parce que quand vous voyez l'Espagne jouer, à aucun moment l'Espagne est dominée dans un match en position de balle. Aucun match. Qui croise la France, l'Argentine, n'importe quel pays, la Belgique, l'Espagne domine toujours en termes de position de jeu. Et vous vous demandez, mais comment font-ils pour dominer physiquement et tactiquement ces joueurs? Parce qu'ils attaquent en bloc et défendent en bloc. Et c'est le système conçu par Johan Cruyff, je vais revenir, ça veut dire que quand on perd le ballon, on part à 3 pour le récupérer, on récupère rapidement, on s'essouffle moins et on conserve le ballon. Regardez même à la finale d'hier dimanche, quand ils perdaient le ballon, ils venaient à 3, ils récupéraient, ils rentraient, ils reconstruisaient le jeu. Et c'est pour ça qu'ils ont également eu des difficultés avec le Cap Vert. Parce que le Cap Vert également a mis en place le même système. C'est pour cette raison, de toutes les rencontres, bien évidemment, de l'Espagne, c'est avec le Cap Vert qu'ils ont effectivement peiné. Donc, il faut comprendre que c'est un système, comme tu dis, et c'est la même école. C'est-à-dire, on va à 3, on va à l'escalier généralement, on appelle ça, on va à l'escalier pour récupérer le ballon et on a plus de chances pour le récupérer. Et ça devient quelque chose de difficile à contrer. On a vu par exemple tout le monde venir se casser la gueule. Oui, tout le monde s'est cassé la gueule, notamment la France. La France a été à la limite du ridicule face à l'Espagne. Donc, honnêtement, je ne sais pas comment ils ont travaillé ça, surtout sur le volet athlétique et physique. Moi, chapeau aux préparateurs physiques de l'équipe d'Espagne qui ont réussi à bonifier les muscles de leurs garçons pour être aussi teigneux et présents dans toutes les rencontres. Très peu de moments faibles dans un match, très peu de moments faibles dans une équipe. Il faut avouer que c'est du bon. Moi, je ne suis pas d'accord qu'en 2010, ils étaient
un peu mollasson, non. Ils il y avait avaient des individualités en 2010. En qualité de technique professionnelle. Maintenant, il manquait peut-être ce travail-là qu'ils ont mis en place aujourd'hui, qui est physique, et qui vient s'ajouter à tout ce qu'ils ont déjà comme bagage technique et tactique. Donc, c'est vraiment une équipe qui fait... Moi, je pense que le choix du coach, la Fuente, et lorsque cette équipe va en Coupe du Monde, on s'attend à un Pedri, maître du milieu du terrain. C'est pas Pedri, c'est Olmo. Voilà quelqu'un dont il faut parler. Incroyable. Olmo, c'est vraiment... C'est du Graal. Il a été si bon. Techniquement au-dessus. Pour moi, il était le maître à jouer là-dedans. C'était le maître, c'est-à-dire que c'était au-dessus de la mêlée. La qualité technique du garçon, elle est formidable. Elle est formidable. Avec beaucoup de positionner. On va prendre ce titre de meilleur joueur à la place de Rodri. Par exemple. Moi, je voulais dire que c'est la mise en confiance par rapport à ce que Flick fait de lui à Barcelone. En fait, un peu Barcelone, c'est que Olmo est dans un type de contrat qui ne permet pas qu'il puisse jouer tous les matchs en fait. Ça, il faut qu'on explique ça en fait. Olmo a un problème au niveau de son contrat, il ne peut pas jouer tous les matchs du championnat, donc du coup parfois, qu'ils soient en forme ou pas, il est réservé simplement. Donc, moi, je pense à une préparation vraiment savamment pensée des équipes européennes aujourd'hui. Vous avez remarqué, même l'Allemand, il y a eu un moment, c'est des joueurs qui partent de la base jusqu'à un certain niveau. Et après, on commence à construire peut-être ailleurs. On commence, puisque vous allez voir l'Espagne aujourd'hui, ce n'est plus seulement les Olmo qu'on voit aujourd'hui. Il y a déjà une vague qui arrive, qu'on est en train de préparer peut-être pour gagner la Coupe du Monde, on ne sait pas, 2032, 2030, quelque chose. Le temps que nous dormons ici. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure, lorsque vous parliez de cette Espagne qui n'a pas gagné la Ligue des Nations, mais n'oublions pas que c'est l'Espagne qui joue la finale contre le Portugal. Ils font 2 buts partout et puis le Portugal bat l'Espagne au tir au but 5 buts contre 4. Ça veut dire que l'Espagne est restée pratiquement constante avec les mêmes joueurs que nous avons aujourd'hui. Ils sont partis peut-être des U10, U9 et autres. Aujourd'hui, on les voit les U23 et ils parviennent à gagner. Ça veut dire qu'avec 6 ans, on est en train de voir qu'avec 6 ans, vous êtes vieux, on vous écarte et puis on prend une nouvelle génération qui n'a pas de rupture. Il n'y a pas de rupture. 2010, c'est la maxime managériale. He who did not plan is planning to fail. Tu planifies pas, tu planifies pour jouer. Les gars, ils planifient sur 10 ans. Ils se disent, dans 10 ans, il faut qu'on gagne 3 trophées. Voilà comment on va procéder. C'est que les générations se suivent, se connaissent et elles arrivent à éclore, c'est tout. Ce n'est pas une génération spontanée où un matin vous avez préparé quand je vois vous partez en Azerbaïdjan. C'est pas le Cameroun. C'est pas le Cameroun. On voit le nom. Ils réfléchissent à la base sur ce que le pays veut avoir comme football. En termes de qualité. Mais ça la philosophie. Même en Afrique, ça se ressent le Maroc. Même le Maroc, c'est pour cela que le Maroc, pour moi, je ne sais pas si on est déjà arrivé sur les... Nous y sommes, on ne peut pas reculer maintenant. Le Maroc, c'est un gâchis. Moi, je les avais vus avec leur manière de jouer 3 champions du monde. Une belle équipe. Quand j'ai regardé le match contre les Pays-Bas, je me suis dit, mais bon Dieu, ils battent le Pays-Bas, ils vont ramasser tout le monde. C'est pas ce qui s'est passé contre la France. Vous savez, les entraîneurs ont souvent des choix qui vous étonnent. Contre la France, je crois que le coach marocain n'a pas été très bon. Non, en fait, même si on n'a pas eu Saïbari, qui était le... Juste pour le relancer, contre la France, effectivement, ça a été un problème physique. La France a beaucoup plus mis l'impact physique. Et quand tu regardes la première mi-temps, bienvenue, tu as une équipe du Maroc qui marche pratiquement sur la France pendant la première mi-temps. Oui, tout à fait. Ils avaient quelqu'un de tranchant devant. Ils auraient dû marquer même 2 buts. Ils ont passé aux accords. On est donc d'accord que les équipes préparent des profils de joueurs. Mais bien sûr. Oui, effectivement. Une identité. Une identité de jeu. Dans le football moderne, tout est planifié. Aujourd'hui, le profil d'un joueur qui passe, même pour le vendre à l'étranger, il faut qu'il ait au moins 1m75, 80 au moins.
Un peu la Norvège, quoi. Un peu comme la Norvège. Avec son avec des garçons trapus. Et là, il faut travailler plus. Il y a la politique, il y a la philosophie, on parlait tout à l'heure. Les pays africains, c'est un peu difficile parce que lorsque vous regardez le genre de centre de formation que nous avons, ce n'est pas la même chose en Europe, on est presque la 4e génération. Ce qui fait que lorsqu'on ne joue pas peut-être du Cameroun aujourd'hui, tu es obligé d'aller signer encore avec une académie là-bas. On dit que bon, tu as été formé peut-être par Marseille, ou vous venez de Piment, de Bayangam et autres. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans les mêmes générations. Les standards ne sont pas encore les mêmes. Donc c'est ce qui fait, on ne peut pas avoir les générations qui viennent des U9, c'est la même génération qui va peut-être finir avec les 26 ans aujourd'hui. Il y aura toujours la on peut pas les suivre. Il y a une il y a pas justement, vous avez des garçons qui on cherche aussi que c'est pratiquement ça. On cherche les gens alors qu'il y a une génération de joueurs que lorsque vous les voyez dans les catégories inférieures, ils vont ensemble et puis au moins ils disparaissent. Ils disparaissent parce qu'il n'y a pas une véritable politique déjà même dans la vente des joueurs, dans le profil professionnel des joueurs. Oui, nous avons... On ne sait pas où ils disparaissent. Il y a des garçons qui se retrouvent dans les championnats à jouer pratiquement dans les jardins de certains propriétaires de clubs. Il y a aussi un véritable problème de suivi dont vous posez. C'est parce qu'aujourd'hui, on n'a plus la même philosophie comme on l'avait avant. Avant, vous voyez, des jeunes comme Ditap, des jeunes comme Pierre Oumeline, qui sont partis des cadets, qui ont évolué jusqu'à l'équipe A. Des Lions qui sont sortis de la même école de football. On peut en compter comme ça 7 ou 8 qui se retrouvaient dans la même catégorisation au fur et à mesure. Mais aujourd'hui, on n'a plus cette politique. Peut-être parce que les brasseries, aussi à un moment donné, ils ont chuté dans n'est-ce pas, la politique. Ils ont lâché un tout petit peu. La KSA. Voilà, la KSA également. Ces écoles de football aussi qui étaient vraiment à l'origine des victoires des Lions indomptables dans le futur. Parce qu'on sait quand même que lorsque la KSA, on se retrouvait à la KSA, on se retrouvait aux brasseries du Cameroun. Mais l'État à un moment donné a pensé à la NAFOOT. C'est-à-dire que peut-être qu'avec une marmite comme celle-là, on peut préparer facilement des même la NAFOOT aujourd'hui de Paris a fait ce travail de traçabilité. Où sont les filles de la NAFOOT? Où sont les filles de la NAFOOT sont vendus dans le même championnat de Cameroun. Moi, j'ai eu il y a 3 ans consécutivement, avec le descens de Gourou, les fruits. Ils sont déjà là. De la NAFOOT. Ils sont déjà là. Même cette année, j'avais encore le défenseur central de la NAFOOT. Avec efficacité et bonheur au championnat national. Il y en a 2 ou 3 qui commencent à toquer véritablement l'équipe première. Ça veut simplement dire qu'on a... Mais ça fait combien d'années on a la NAFOOT? Oui, mais parce qu'on ne trouve pas des fruits à NAFOOT. J'étais aux travaux de comment on appelle les états généraux du football quand on créait la NAFOOT. On a créé la NAFOOT sans les infrastructures. C'est où je voulais en venir. C'est un problème. On a créé l'institution sans lui donner de l'espace pour... L'espace. C'est comme si on crée dans les villages. Voilà, c'est en ce moment que la NAFOOT est en train de développer ces infrastructures. La NAFOOT, ça fait combien d'années? Une vingtaine d'années. Une vingtaine d'années pratiquement. C'est un problème, c'est un souci. Donc il faut planifier. On ne crée pas une institution pour qu'elle aille travailler dans le vide. Il faut lui donner un espace, des moyens, des infrastructures. Or, la NAFOOT n'en a pas, elle est obligée d'emprunter à gauche, à droite, un peu au stade de Misport. On est à la bricole, la politique de la NAFOOT, c'est qu'après la formation, elle est obligée d'aller chercher des espaces de visibilité dans les clubs d'élite. Soit en 2e division régionale, il y a des pépites, ou en première division. Oui, il y a des placements de joueurs. Oui, effectivement. On la voit là-bas pour un suivi. Maintenant, après, par exemple, cette année, moi j'ai eu l'un des défenseurs centraux de la NAFOOT, Onian, qui a joué à la défense centrale de Renaissance de Ngoumou, un jeune, mais alors très athlétique, très engagé, volontaire et autres. C'est des jeunes qu'on doit rapidement sur la NAFOOT, mais on va revenir sur l'identité du jeu. On a cru que le Cameroun avait son identité qu'on appelle le MLE. C'est que on a créé la NAFOOT sans créer de facture. Parce que vous voyez, quand on parle des centres de formation de renom, ça veut dire que dans chaque pays, en dehors des clubs, il y a le centre de formation qui appartient à la fédération de football. Quand on part en France, il y a Clairefontaine. Ça veut dire que c'est la fédération qui sélectionne les meilleurs joueurs de tout le pays lors d'une sélection
ils peuvent dire les U13, qu'ils prennent et qu'ils sont pensionnés de la meilleure, avec du meilleur centre de formation du pays où ils grandissent et où dans sortent des pépites. Vous voyez donc que même si à un certain âge, d'autres vont dans les clubs en préformation, chaque fois, on les regroupe toujours, on les fait jouer, et c'est eux donc qui ont participé au U17, U18, U19, U20, et ils vont monter ensemble, voir un peu. Donc je pense que l'ANAFOOT travaille déjà bien, ça il faut dire, parce qu'aujourd'hui, ils placent des joueurs dans le championnat camerounais, et qui rehaussent un peu le niveau championnat camerounais, mais je pense qu'on doit doter à l'ANAFOOT des infrastructures similaires, ou pas peut-être au niveau de la France, mais quand même au niveau des pays comme la Tunisie, l'Afrique du Sud quand même. Il y a le centre d'excellence qui voilà, il n'y a pas quoi, on ne devrait pas ça faire. On a des espaces, c'est-à-dire on a des terrains, on peut les construire, il y a des moyens. On peut trouver des moyens. Tous les grands évidents ont les stades maintenant dans leur possession. Voilà, donc on peut construire. Le problème c'est qu'on... Comme à Bangofit. Ils sont en train de brisoler dans la course dans quelques jours. Mais il y a également un centre de formation en football. En football, voilà. Il y a une académie à Bangofit. Si un individu, comme le ministre les peut avoir ces infrastructures-là, ça veut simplement dire qu'un pays peut l'avoir facilement. Le problème, c'est qu'on a mal pensé. Maintenant, il faut corriger rapidement pour qu'on ait ce que Jean-Jacques dit. C'est-à-dire qu'il faut que les garçons soient dans le même environnement, qu'ils grandissent et qu'on ait des compétitions surtout. Les autres en Europe, ils jouent les compétitions des U14. Vous avez les champions du monde des U14, des U17, des U20, etc. etc. Nous, on n'a pas encore ça. Même au niveau de l'Afrique centrale, on n'a pas. On a un peu l'UNIFAC là de temps en temps, mais c'est très faible. Donc il faut avoir cette compétition-là où les garçons affrontent les autres tout le temps. Et puis, ils vont donc grandir et puis ça va s'écrémer. Les meilleurs vont rester à l'équipe première. Or, on n'a pas ce genre d'organisation. Il faut penser l'organisation. On ne réussira pas en comptant sur des générations éparses. Non, c'est très difficile. On repère quelqu'un en Hongrie, on repère quelqu'un... C'est très difficile, c'est très difficile. Et puis il faut quelqu'un sort par la mer, il revient... Véritable au niveau des entraîneurs. Oui. On a un problème sur ce plan-là. On prend des gens qui peuvent... Vous savez, jouer une demi-finale ou un huitième de finale de Coupe du Monde, c'est pas n'importe quoi. Vous avez vu le Cameroun à la contre le Maroc? Perdu complètement. On était à la peine. C'est parce que sur le plan de la lecture tactique, Glavy, qui est là, étouffe complètement ce que Pago peut penser. Je ne l'insulte pas, c'est quelqu'un qui travaille bien. Mais il étouffe pratiquement ce que tu fais. Il lit 4 fois ce que tu fais. Et donc, forcément, il t'embête. Donc, il faut prendre les meilleurs de chez nous. Aujourd'hui, on a des garçons qui sont en Europe, les Stéphane Biquet, les Achille Webo, les Méonzé, qui ont entraîné en première division chez les Blancs. Ouais, ben, il y a peut-être cet aspect, Gaffrey, il y a peut-être cet aspect, mais il y a également l'aspect âge. Est-ce que les joueurs que nous avons dans notre équipe peuvent faire ce qu'un jeune joueur de 16 ans marocain... Vous voulez retrouver ce que... Certainement. Parce qu'aujourd'hui, dans la génération de ces 20 dernières années, on a quand même des garçons... Il ne peut pas aller comme l'Espagnol qu'on a vu hier. C'est compliqué. C'est pour cela que quand c'est traçable comme chez eux, on voit une photo... On voit Benzema, la même génération. Je crois que vous avez trouvé le réel problème de l'équipe nationale il y a quelques instants. C'est un problème de connaissance des joueurs. Des joueurs qui partent des horizons divers, on prend l'autre là-bas au championnat, on prend l'autre là-bas en France, on prend l'autre là-bas, qui ne se connaissent ni d'Adam, ni d'Ève, qui n'ont même pas grandi au Cameroun. Donc à partir de cet instant, dites-vous bien que on ne va pas se reconnaître dans une compétition, encore dans un match de foot. C'est le cas du Sénégal. Parce que les 2 semaines les joueurs sénégalais de mise au vert, ils sont des diamants, oui. Voilà. Et tout ça, ils sont travaillés. Les joueurs sénégalais sont traçables. Par exemple. On sait qu'ils étaient là, ils ont participé à des tournois de U16 avec des recruteurs européens qui sont venus. C'est Génération Foot, des initiatives comme ça. Alors, on n'a pas ça. On va vous permettre encore d'intervenir pendant 5 minutes au téléphone, soyez bref. Bonsoir Jean-Jacques Zé, la FIFA doit sortir de cette logique qui voudrait que le meilleur joueur doit automatiquement sortir de l'équipe vainqueur de la Coupe du Monde, ce qu'on a démenti tout à l'heure, ce n'est pas automatique. Voilà, il dit que c'est une grosse arnaque, c'est Lucien depuis Mélène, il faut le parcourir les archives pour dire que ce n'est pas automatiquement il a raison, cela, mais si c'était le cas, on s'insurgerait dans tous les cas. Bonsoir à vous sur le plateau. Il y a une phrase qui revient partout dans la presse. L'Espagne est championne du monde. Le football
à gagner. Cette Coupe du Monde nous a montré qu'il y a une corruption réelle dans le football avec les arbitrages favorisant d'autres équipes et c'est pas bon pour l'avenir. Nos jeunes voient cela et peuvent se décourager et se dire qu'il n'y a plus de mérite. C'est un peu long, mais la notion de arbitrage, oui, on en a beaucoup parlé. Est-ce qu'on ne met pas beaucoup d'émotions et on ne se met pas à jour en termes d'évolution des textes sur l'arbitrage? Non, moi j'ai un problème sur l'arbitrage. À un moment donné, on nous a miroité que la vidéo, la VAR, à un moment donné, était cet appareil qui corrigeait les erreurs des arbitres. Non, il ne corrige pas. Mais au fil des temps, il assiste. J'en viens. J'en viens. Mais au début, je suis d'accord avec toi. Mais ça, c'est dans un second temps. Mais au début, lorsqu'on appelait un arbitre pour qu'il vérifie la faute, c'était ipso facto. Il arrivait, il vérifiait la faute. Mais de nos jours, l'arbitre vous dit carrément, non, vraiment, laissez-moi. Parce qu'on a vu plusieurs arbitres dans... On va prendre rapidement, est-ce que l'arbitre est obligé d'aller vers la barre? L'arbitre, une fois qu'il a décidé ainsi, il n'y a plus rien à redire, ça se continue. Allô, bonsoir. Le patron du jeu. Bonsoir Jean-Jacques. Oui, monsieur. Oui, monsieur Dieudonné Magouette. Allons-y, Dieudonné. Jean-Jacques, nous avons les hommes politiques à l'équipe nationale du Cameroun. Moi, j'ai vu, c'était au stade ce jour à Douala, un gardien de but, homme politique, simule une blessure en plein stade. Le gardien de but du Cameroun, que certains hommes politiques comparent au meilleur gardien du monde, le meilleur gardien du monde, simule une blessure à l'équipe nationale du Cameroun. Vous pouvez imaginer ça, l'équipe nationale du Cameroun de 2002. Jean-Jacques, vous pouvez imaginer, c'est lui qui a fait la comparaison, les brasseries, la Kadi. Mais voilà, c'est cette génération qui nous a tout donné. Aujourd'hui, tu trouves les communicants comme toi, mais pas comme toi, parce que toi, tu es extraordinaire. Tu es parmi les plus grands. Quand son projet, c'est quand il parle mal de Samuel Eto'o, dont à la sortie, il a 50 000 francs. Ah bon? Nous avons... D'accord. Il y a un peu de politique. On sort vraiment du cadre du football. On a retenu tout cela. C'est l'une de nos faiblesses, madame. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Oui, allez-y, on vous écoute. Oui. Achille qui revient là. Oui, Achille. Essayez de parler plus fort. Oui, mon prédécesseur a parlé des politiques qui étaient dans le football et puis bon, des magouilles. Je suis très d'accord avec lui. Regardez un peu le match entre l'Égypte et l'Argentine. Oui, regardez un peu entre l'Argentine. Et gagner, ça c'est incontestable. Et effectivement, le monsieur a parlé de la VAR. Mais la VAR est venue à ce niveau pour aller regarder ce qui était limpide, qui ne souffrait d'aucune Alors, la qualité n'est pas très bonne, mais on a retenu l'essentiel. Ce fameux match entre l'Égypte et l'Argentine, le second but égyptien qui est refusé. On est reparti très loin, aller chercher une faute. Et j'ai ouvert les yeux, j'ai changé de lunettes. Voilà. Je n'ai pas il y a pas grand-chose. Ce qu'il faut dire sur l'arbitrage. Oui. Lorsque nous sommes au premier tour, vous avez l'impression que la constituée de nos arbitres, chacun ça change. Il faut laisser les gens évoluer, il faut les laisser jouer. Oui. Mais dès qu'on traverse le premier tour, ça donne l'impression de ce que il y a des consignes nouvelles qui sont données. Tu as l'impression qu'on privilégie un certain nombre de nations, c'est-à-dire les 8 cadors du football mondial. On va tout faire dans un match contre un tout petit. Il y a du marketing. Oui, de privilégier. Donc, c'est le positionnement des équipes qui apporte plus sur le plan financier et des supporters et tout ça qu'on favorise. Parce que à partir des 8e, notamment, vous ne reconnaissez plus l'arbitrage. Je parle c'est vraiment le 10. Alors, parce qu'en fait, il parle avec beaucoup d'émotions. Il parle avec beaucoup d'émotions parce que, écoutez, non, beaucoup d'émotions. Il y a eu ce genre de faute parce que, je crois, entre la France lorsque le match on n'est pas allé rechercher les fautes derrière. Lorsque le match dit, Lionel Messi, à l'entrée de la séparation, est taclé, en siffle plat, qui amène le carton jaune d'Enzo Fernandez, là, vous ne parlez pas. Écoutez,
Non, je parle, ça peut vouloir dire qu'on avait positionné l'Espagne. Non, écoutez, je pense que on a mal compris la vidéo. L'arbitre reste le maître du jeu. Et d'ailleurs, il a l'oreillette. Oui. Lorsqu'il y a une faute, ils sont en perpétuelle communication. Bon, nous avons eu la chance d'écouter un peu comment ils conversent. C'est-à-dire que durant tout le match, ils sont en perpétuelle conversation. Et à un moment donné, si l'arbitre, c'est pourquoi on a même ajouté encore sur l'arbitre une caméra portée par l'arbitre. Pour dire quoi? Pour dire que s'il y a une faute et qu'il n'agit pas, on peut voir de tous les côtés pour voir s'il y a une faute ou pas. Je pense que l'arbitrage ici, je pense que le ressenti des Africains, au-delà de tout, au-delà de l'arbitrage, c'est que les Africains aussi pêchent par leur manque d'efficacité. Ça, il faut le dire ainsi. Angleterre, RDC. Ce n'est pas l'arbitre qui demande à Wissa de rater les goals vides. Il faut se le comprendre. Mais c'est un problème de gestion de match. Non, à un moment donné aussi, laissons aussi l'arbitrage, disons-nous que on part déjà. Mais c'est toujours nous qui pleurons quand même à cette phase. On revient à vous au téléphone, vous pouvez appeler. Mais l'arbitrage reste questionné. C'est la mise à niveau. Nous, on a découvert des nouvelles règles pendant cette compétition. Moi, sur l'arbitrage, Jean-Jacques, il ne faut pas qu'on nous démontre que le type qui est en noir, là, les instruments qu'on a mis autour de lui ne nous servent à rien. Parce que là, justement, une montre. La montre vibre. Lorsqu'il y a peut-être un problème, il y a une faute, il y a un but, le ballon a traversé peut-être la ligne, la montre lui sert. La montre est un instrument qui assiste l'arbitre. Et là, justement, le ballon même qu'on a conçu pour le jeu, avec des capteurs, c'est-à-dire que le ballon constitue quand même un arbitre quelque part en même temps. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que... Oui, un assistant, il ne faut pas qu'on nous dise que tout ce qu'on a vu qui s'est passé là, il n'était pas souvent contacté par sa montre, contacté peut-être par la vidéo et autres. Il a même souvent été contacté. On a dit que c'est la seule parce qu'il a sa conviction. La VAR n'anime pas la conviction de l'arbitre. C'est la préparation d'un des équipes absolument nationale. Si vous voyez qu'il y a injustice, laissez-moi le permet, vous ne jouez pas. Vous dites qu'il y a injustice. Non, écoutez, vous pouvez dire qu'il y a injustice. Si vous ne jouez pas, non, attends, ça ne vous rattrape pas dans le règlement du stade. Vous faites une réclamation et vous dites qu'il y a vérifié. On vérifie. Par exemple, vous parlez du but de l'un Messi, je crois, face à l'Égypte, où il faut le centre, on marque. On dit qu'il est hors jeu. Ouais, c'est ça. Mais effectivement, quand on voit les angles, on peut douter. À ce moment donné, les citoyens peuvent demander la vérification à l'arbitre. D'accord. C'est un but. Allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Jean-Jacques. Oui, monsieur, bienvenue, on vous écoute. Oui, moi, quand je suis sur un plateau de télévision africain, on suit un Africain qui dit que... Oui, vous me suivez? Oui, je disais que quand on suit sur un plateau où un Africain, l'Afrique ne devrait pas se plaindre par rapport à l'arbitrage qui a favorisé les pays. Vous pensez que quoi? Que l'Afrique devrait se plaindre par rapport à l'arbitrage? Oui, mais comment il peut dire que ce n'est pas l'arbitre qui dit à l'attaquant de rater? Non, l'attaquant, tous les attaquants ratent, même les super attaquants européens ratent. Non, l'arbitre ne dit pas à l'attaquant de rater ou au défenseur de prendre un but. Quand même, on a des petites difficultés pour vous avoir de façon claire. On revient à Thomas. Bonsoir. Bon retour. Bonsoir, Jean-Jacques. Concernant nos arbitres africains, je me rends compte que... Alors, on t'écoute. Je me rends compte qu'Infantino a utilisé nos arbitres africains. Comment on ne voit même pas un de nos arbitres diriger un match. Cela aurait pu donner l'émulation aux jeunes Africains à faire aussi cette profession d'arbitre. Quelle honte. D'accord. C'est également un appel pour qu'on travaille aussi le côté arbitrage dans notre continent. Bonsoir, monsieur Zé. Le monsieur en veste noire aujourd'hui, il fait l'apologie de l'Espagne. Est-ce que si l'Espagne perdait, il devait parler ainsi? Dans tous les cas, l'Espagne a gagné. L'Espagne a gagné. Il n'y a pas de si dans cette affaire. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir.
Alors, comme ils se bousculent tous, on va peut-être... Allô, bonsoir, oui. Allô? Oui, bonsoir. Allô? Oui, on vous écoute, monsieur. Vous êtes déjà en ligne. Oui, bonsoir, monsieur Lee. Oui, c'est Bruno qui revient là. Je voulais maintenant parler des équipes africaines. Les équipes africaines oui, les équipes africaines ont un souci. Ils n'arrivent pas à gérer le temps et gérer la chose. C'est-à-dire que toutes les équipes africaines. D'accord. C'est un peu compliqué avec cette ligne qui est saturée. C'est parce que les uns montent sur les autres qu'on a ce problème-là. Alors, il est sur cette question de gestion des matchs par les équipes africaines. On a vu la fameuse 86e minute qui a commencé à nous faire peur. On a les déclarations de l'entraîneur belge, qui a dit que ces équipes-là se déstructurent. On les connaît déjà, ils finissent par se déstructurer à la fin. Mais comment gérer ce genre de problème si ça en est un? Non, il faut être moins émotif. Ouais. Il faut être moins émotif. Vous avez le match Sénégal-Belgique. Sur le terrain, tu as Sadio Mané, tu as Gueye, tu as Koulibaly, tu as le gardien, Mendy. Enfin, pas Mendy qui a joué ce match-là. Mais tu as tous ces joueurs-là qui ont une certaine bouteille. Ils ont du vécu sportif. 86e minute, tu mènes 2-0. D'accord, l'histoire du football veut que le score de 2-0 est très difficile, à préserver. Mais tu as ça et tu as en face la Belgique. La Belgique vient de faire entrer Lukaku, qui est quelqu'un qui a de la taille, du gabarit, et donc qui bouscule tes défenseurs. À quoi ça sert d'aller à une offensive à outrance en ce moment-là, alors qu'il faut gérer? Et quand tu vas à l'offensive à outrance, tu n'es pas droit. Parce qu'il y a eu au moins 3 ballons de but net qui devaient faire le 5-0. Le Sénégal a vendangé. Et puis il a continué à vouloir rêver de jouer comme si les Argentines et la Belgique et le Qatar. Non, il faut faire attention. Donc on n'arrive pas à gérer, on est émotif. Dès qu'on mène une nation dite grande 2-0, on se regarde à la télé. On imagine ce qu'on est en train de penser au pays. On pense au pays, c'est très beau. Non. Le football c'est sérieux. De la première à la dernière minute, il peut y avoir des moments de faiblesse. Personne ne joue un match à 100% plein. Il y a des moments de faiblesse, mais là, on est vraiment dans le manque de savoir-faire. Et tous les coachs, même s'ils viennent de l'Europe, j'ai l'impression que quand ils arrivent en Afrique, ils ont la même maladie. On s'est fait éliminer toutes ces nations, la Côte d'Ivoire, RDC, Sénégal, Égypte, Cap-Vert, Maroc. Même Maroc. Tu as l'impression qu'on a la même maladie. Je pensais qu'au moins le Maroc s'était stipé par le professionnalisme qu'il offre aujourd'hui. Mais même là-bas, on ne comprend pas ce qui se passe. On n'arrive pas à gérer pleinement les matchs. Il faut rester concentré. Un but peut arriver, mais pas deux. On remonte tout ça. Et puis, on était sur ton plateau ici quand on suivait le match Égypte-Argentine. Mais nom de Dieu. Moi, j'ai posé les mains sur la tête. Jean-Jacques nous annonce 1-0. Après, nous allons 2-0. Et moi, de dire à la 62e minute, si on est 2-0, je lui dis, j'espère qu'on n'aura pas le syndrome africain. Patatras, ça finit, on a perdu. Donc, il faut travailler. Il faut être sérieux. Mener l'Argentine 2-0 ne doit pas être pris aujourd'hui comme quelque chose d'extraordinaire. C'est normal. Nos garçons jouent dans les mêmes conditions avec ces gars-là pendant les championnats européens, Champions League et autres. Pourquoi, lorsqu'on arrive en compétition, ils ont autant de respect de leurs coéquipiers de l'autre côté? Il faut quand même changer ça. Donc, il y a un problème mental. Lorsque nous regardons les matchs de ces championnats et autres, tout le monde, on le sait, les parieurs le savent même plus que nous, ils savent ce qu'on appelle money time. Money time. On doit savoir que à partir de la 80e minute là, voilà comment on doit se comporter. Mais ça nous échappe, Jean-Jacques Béat. Ça nous échappe parce que, Jean-Jacques, je vais vous dire qu'il n'y a pas d'adéquation entre les entraîneurs et les sportifs que nous avons. C'est un véritable problème, vous voyez, Jean-Jacques. Parce que lorsque on vous dit que il faut former nos entraîneurs ou prendre nos meilleurs entraîneurs. Il faut préciser, prendre nos meilleurs entraîneurs pour entraîner nos sélections nationales et non mettre les entraîneurs par complaisance. Voilà. Cela joue énormément. Et avoir un staff qui connaît le très haut niveau. Parce que quand vous voyez comment les équipes africaines ont perdu leur 4e match de poule, pour moi j'appelle les 6e finales le 4e match de poule. Pour moi, c'est ça. Oui, leur 4e match de poule. Parce qu'ils ont péché d'abord par la préparation mentale. Ça veut dire que lorsque une équipe africaine traverse le second tour, pour elle c'est la fête, c'est la joie et tout, elle a fait son niveau.
Voilà. Et vous voyez donc aussi la malice de la FIFA. Parce que ça aussi, je vais venir vers ça. La FIFA a mis une malice qui est simple. C'est qu'à partir des 16e de finale, vous rencontrez généralement les meilleurs de chaque poule. Tout à fait. Que vous rencontrez. Et on a vu donc les équipes africaines montrer le meilleur de pendant 70 minutes et perdre dans la concentration. Oui. Je crois que cela est dû au niveau de préparation mentale de nos footballeurs. Il faut enlever le fait qu'un footballeur se croit superstar. Et moi, vous n'allez peut-être pas aimer. J'ai aimé cette maxime de Samuel Eto'o qui disait « Tu m'insultes, mais gagne au terrain ». Kylian Mbappé le fait exactement. Kylian Mbappé, il vous dit ce qu'il a vous dit, mais sur le terrain, il mouille le maillot, il fait des passes de but à ses coéquipiers. C'est ce qu'on demande. Vous voyez, moi, j'ai eu mal quand j'ai vu le match Argentine-Égypte. Vous avez quand même en Égypte Mohamed Salah. Je vous dis, l'Égypte rêve d'un joueur comme Mohamed Salah. Vous avez quand même Marmouche. Vous avez ce talent, ce joueur qui a de la bouteille, venir perdre un match qu'il domine. Vous avez le Sénégal que j'aime bien. Et puis tu as oublié, Jean-Jacques, tu as le coach qui a vécu. Qui a vécu. Non, voilà, le coach qui a vécu. Vous avez le Sénégal que j'aime bien. Le Sénégal avec toutes ses pépites. Le mieux terrain sénégalais fait pâlir tout le monde entier en termes de footballeurs. Et venir pêcher. Et venir pêcher à la dernière minute. Et vous voyez aussi un problème, Jean-Jacques, au niveau des sélections africaines qui peut arriver à tous les entraîneurs du monde. C'est ce que nous voyons étant les profanes. Un match se déroule à la télévision. On constate que Sadio Mané et Gana Gueye ne sont plus utiles dans ce match. Mais l'entraîneur les maintient toujours. Je ne sais pas s'ils ont les assistants. J'ai entendu que l'entraîneur sénégalais a un peu trop de respect pour Sadio Mané. Il a prêté par un peu trop de respect. Sadio a fait toutes les à partir de la 60e minute. Je joue un ballon que lui aussi aurait pu transformer en but. Mais complètement. Je joue avec un problème de mental, un problème de coaching aussi. Parce que dites-vous bien que dans une rencontre de 90 minutes, lorsque les gamins se sont battus à marquer 2 buts, c'est l'entraîneur qui doit faire. Tu croises pas les jambes. Ça veut dire qu'à un moment donné, tu dois être à la hauteur de lire l'adversaire et de savoir que ça devient un jeu de pion. Il faut sortir celui-ci pour renforcer celui-là. Automatiquement, tu peux passer d'un 3-5-2 à un 4-4-2 pour conserver. C'est un problème schéma technico-tactique. C'est pour ça qu'à un moment donné, il a dit quelque chose de très important. On ne sait pas à quoi pensent ces entraîneurs. Ou lorsqu'ils arrivent en Afrique, où c'est les belles femmes africaines qui les embrouillent, on ne comprend absolument rien. Il a également dit quelque chose. Vous ne pouvez pas avoir un Sadio Mané et un Gana Gueye qui sont complètement essorés. Maintenant, l'entraîneur pense que le nom va jouer. Parce que l'entraîneur aussi, à un moment donné, il se dit que en sortant Gana Gueye ou alors en sortant comment tu l'appelles, Sadio Mané, on va le juger. Non, ça ne peut pas même le juger. Ça peut faire que le bloc qui avait peur qu'à tout moment un Sadio Mané peut créer quelque chose va monter au niveau de la médiane. Et ça va créer un surnombre. Malheureusement, ils n'ont pas vu que les joueurs qui sortent du banc pendant cette Coupe du Monde ont été décisifs. Très décisifs. Par exemple, dans toutes les équipes, oui, par exemple, nous allons le banc de touche, espagnol, il nous l'a prouvé, et que mais sauf qu'en Afrique, ce n'est pas, en fait, c'est pas toujours ça. Pourquoi est-ce que ça doit bien être ça? De l'autre côté, on voit bien que le banc de touche n'est pas différent de ceux qui sont sur le terrain, mais en Afrique, on manque de talent. Moi, je le dis encore, on peut dire peut-être on peut dire qu'il manque, exactement, on peut dire qu'il manque la vision de l'entraîneur quelque part, oui, parce que c'est les gars aussi qu'on veut, on se dit que oui, c'est nos frères aujourd'hui qui doivent prendre les bancs de touche et tout. Maintenant, il y a un problème de formation. Il faut qu'à l'approche d'une grande compétition, qu'ils aillent aussi de l'autre côté apprendre comment est-ce qu'ils font là-bas. Parce que me dit, quelqu'un disait sur un plateau ici à Info TV que certainement lorsqu'ils sont
en formation, les Blancs là ne leur montrent pas tout. Il y a des choses qu'ils cachent, parce qu'ils ne leur montrent pas tout. Quand je dis ça peut dire aujourd'hui qu'on connaît le problème de ces gars. Oui, parce que quand ils sont là-bas, il y a les chrétiens. On est émotif. C'est tout le problème, on est émotif. C'est-à-dire quand tu mènes l'Angleterre 2-0, tu es le Cameroun ou tu es le Cap-Vert, tu te dis, wow, alléluia, je mène 2-0. Mais c'est pas ça. Parce que 2-0 n'est beau que qu'à la fin du match, tu t'as gagné. Non, aussi les joueurs. L'esprit aime le costume belge, il croise les pieds. Pendant que son équipe est en train de défaucher complètement, il croise les jambes. On ne croise pas, tu gueules. Alors, on est d'accord que 90 minutes et même peut-être plus. Ils tiennent jusqu'à la fin. Sénégal, on a quand même l'impression que l'Afrique s'est fait beaucoup de mal elle-même. Oui, mais vous ne parlez pas trop de la Tunisie, là. RDC, l'Afrique à un moment donné s'est fait mal elle-même. Elle s'est fait mal elle-même parce que l'Afrique à un moment donné ne s'est pas donné les moyens de son talent. Parce qu'il faut dire que, je sais quoi, je disais un jour que en Afrique, les Africains ont peur de ce qu'ils peuvent représenter. Ça veut dire qu'un Africain qui est talentueux, il entre au stade, il dribble 3 joueurs, il marque, il s'effraie. Oui. Il dit, attends, c'est moi j'ai fait ça. Mais parce que je me demande comment vous pouvez jouer dans le même club qu'un Européen. En Europe, vous êtes titulaire, il est au banc de touche, en Europe. Vous revenez en Coupe du Monde, vous êtes dans 2 équipes différentes. Tu le regardes comme Crésus, tu dis, attends. Dans ces conditions, il nous faut des Samuel Eto'o qui ont ce mental, à tout état. Le mental de Samuel Eto'o sur les successeurs. Quand il commence mon projet, dit, il nous faut aller chercher nos meilleurs entraîneurs. Des entraîneurs qui ont entraîné des équipes de première division de haut niveau européennes. N'oublions pas aussi qu'on vend nos meilleurs joueurs. Parce que même ceux qu'on appelle européens, ce sont les Africains qui sont les Nico Williams. Je crois qu'il est ghanéen. Mais Nico Williams, je pense qu'il nous manque cela, ce qu'on parlait aujourd'hui, la confiance en l'Afrique, l'infrastructure qu'il faut, c'est-à-dire qu'on a les meilleures écoles de formation. Le management qu'il faut, c'est ce qui nous manque ici. Le Sénégal a pêché avec les questions de management. Les gros joueurs vont là-bas alors qu'on siffle encore dans leurs oreilles que s'il n'a pas été réglé, l'Afrique est c'est de leur préparation. Et vous savez, la France en 2010 a eu ce problème de prime. Moi, je pense que pour résoudre ce problème de prime, parlons-en, ne donnons pas les primes à ces enfants avant qu'ils n'aillent en Coupe du Monde. Ils ont la prime sur la performance. Mes chers amis, il faut redéfinir la notion de prix. Le premier tour, vous avez 10 millions. Oui. Vous gagnez 16e, vous avez 10 millions. Vous gagnez en pas palier. Et la prime de participation. La prime de participation. Donc ils en font souvent tout un problème. C'est parce que c'est nous qui avons fait cela un problème. Ouais. On doit dire à ces gamins, vous partez jouer pour gagner et gagner de l'argent. Vous ne gagnez pas de l'argent avant de partir jouer. C'est ça le vrai problème. C'est qu'un gars qui part en Coupe du Monde avec déjà 50 millions en poche. Alors même si on a vu la discipline chez les autres, quand Messi arrive quelque part, les autres affichent le respect, qui le mettent à l'aise. Chez nous encore en Afrique, on a encore les amis du coach. Les amis du président, les amis du ministre. Les amis du ministre. C'est pour ça que quelqu'un a parlé du politique qui s'est mixé dans les affaires. Et c'est ça le ventre mou de nos équipes en Afrique. Parce que le politique a l'impression que il doit être à tout prix le Manitou. Et que non. C'est pour cette raison que lorsqu'on parle d'ici, au Cameroun, nous avons ce qu'on appelle chez nous les chefs de mission administratifs. C'est comme ça que moi je les appelle. Parce que quand ils sont au Cameroun, ils sont des chefs de mission. Dès qu'ils ont traversé les frontières, arrivé là où il y a la compétition, ce n'est plus eux, les chefs de mission là-bas. Les chefs de mission, c'est les patrons des fédérations. Mais maintenant, ça influence toujours. Dans la mesure où à minuit, on vient réveiller les gamins pour leur dire que le chef de l'État a dit que le chef de l'État, vous réveillez.
Nous sommes sérieux quand même. Alors, il y a donc cet environnement qui est un problème, notamment l'Afrique subsaharienne. C'est un peu moins visible du côté de l'Afrique du Nord, où un footballeur est obligé d'appeler même un journaliste maman. Et ma mère a fait ci, ma mère a fait ça. On finit par infantiliser des joueurs qui se vident de leur substance, qui sortent de l'encadrement professionnel qu'il faut, parce qu'il faut faire plaisir à gauche et à droite. Quelqu'un parlait de certains journalistes sur les plateaux, je suis aussi d'accord, mais le professionnel. Qu'est-ce qu'on ne dit pas de Kylian Mbappé? Qu'est-ce qu'on ne dit pas de ça? Mais le professionnel doit avoir de la hauteur, être concentré sur sa mission. Et heureusement même qu'à cette Coupe du Monde, on peut être chauvin pour l'Afrique. On a Mbappé qui est le meilleur buteur de tous les temps. Il est camerounais. On a Yamal, dont Sheila Ebana, la mère. Elle est équato-guinéenne. Donc l'Afrique n'a pas autant de regrets que ça. On a Yamal qui a gagné, on a Mbappé qui est le meilleur. Nico Williams. Mais la question est on a Nico Williams qui a gagné. Tous ces talents, mais l'Afrique se voit toute petite lorsqu'elle va dans cette compétition. C'est un problème psychologique. Il faut travailler cette psychologie. Honnêtement, on se pose la question. Je dis, je joue au PSG. Je m'appelle Hakimi. Je rencontre Mbappé. Mais attends. Ou je rencontre Dembous. Mais c'est mon coéquipier. D'ailleurs, aux entraînements, je tombe le bouffe. Je tombe de la même manière. Mais ils arrivent là, ils respectent le bonhomme et puis il n'y a plus rien. Non, il faut arrêter ça à un moment donné. Or, comment on change ça? Par des garçons qui ont fait l'entraînement chez les Blancs et qui ont le caractère qu'il faut. Ils vous parlent droit. Avant, regardez droit dans les yeux. Or, on n'a pas ça beaucoup dans nos sélections. Dès que tu veux gronder Sadio Mané, tu regardes, est-ce que le ministre des Sports va me dire un truc? On s'en fout. Tu as vu, Deschamps a fait une Coupe du Monde sans faire jouer une seule minute à N'Golo Kanté. Tu t'imagines? Il a avec le bagage d'Ngolo, tout ce qu'il a donné à l'équipe de France en 2018 par exemple, il n'a pas goûté une minute du terrain. Il n'a pas senti que c'était important. Je te garde là. J'étais amené quand même pour te respecter un peu. Donc chez nous, on n'arrive pas à faire ça. Or, il faut faire ça aux garçons. J'étais amené parce que bon, l'année dernière, tu nous as fait une belle performance, mais là, tu ne vas pas être titulaire, tu n'es pas titulaire. Tu attends. Mané ou Hakimi, ça ne donne pas au banc. L'entraîneur, c'est ça. On n'a pas des entraîneurs qui font ça. Tu suis le discours de Hugo Bross. Manque de Quand personnalité. il passe au 16e. Le mec, il fait une interview. Il dit que lui, il a atteint le summum. Lui, est 16e. L'Afrique du Sud, le lendemain, il ne peut pas jouer. Le gars dit qu'ils ont déjà fait tout ce qu'il fallait faire. Or, face au Canada, l'Afrique du Sud pouvait battre cette équipe-là. L'Afrique du Sud finit chaque saison depuis 3 ou 4 camps dans le quatuor ou dans les 6 meilleurs. Pourquoi aller jouer les petits? Quand l'entraîneur vous dit déjà que c'était super, allez au 16e. Mais le match d'après, il n'entraîne même pas bien. Il n'entraîne pas bien. C'est l'objectif. On l'a pas demandé d'aller gagner, c'est mais de psychologique. Il faut mettre des préparateurs physiques. En fait, c'est que l'Afrique n'a pas encore cru. Et il faut aussi. D'ailleurs, ce qu'il faut savoir, je crois qu'on peut me démentir ici, j'ai rarement vu un pays qui a gagné une Coupe du Monde ayant pour entraîneur quelqu'un qui n'est pas du terroir. C'est très rare. C'est très rare. C'est ce qui a échappé à Tourelle, par exemple, qui a fait des mauvais choix également avec Scolari qui fait une finale de Coupe du Monde avec le capitaine de l'Inter Milan, l'un des meilleurs buteurs européens qui ne joue pas une minute en finale, alors que celui qui marque le but, qui donne la victoire contre les Anglais, Lautaro Martinez, il n'a pas foulé la pelouse à une finale. Vous vous imaginez des choses comme ça? Donc il a paniqué Scaloni à un moment donné. Donc voilà. C'est ce que l'entraîneur sénégalais a connu. Voilà. Tu as les joueurs comme on appelle le gamin du Paris Saint-Germain, là qui peut apporter quelque chose. Tu le mets vers la fin, là ça joue plus bien. Tu es bloqué, tu te dis que si j'ai mis Sadio Mané dehors, qu'est-ce qu'on va dire au pays? Et c'est ça, qu'est-ce qu'on va dire au pays? J'ai aussi, pour dire à nos sélections africaines, c'est que arrêtez d'aller prendre les joueurs moyens qui ont été formés en Europe. Voilà. Parce qu'il faut dire ceci, on aime parler des binationaux. Mais quel type de binationaux arrive chez nous? Ce sont des joueurs qui ont été formés, qui n'ont pas pu passer le filtre sélectif du haut niveau pour jouer dans les. C'est pourquoi on a une équipe composée des binationaux, mais on n'arrive pas à gagner. Mais on se contente de ça. Non, arrêtons ça. Formons chez nous. Créons une identité de football camerounais. D'ailleurs, on en avait des années 82. Il y avait ça. Formons nos gamins. Formons-les. Et les meilleurs là-bas, qui sont des autres, eux-mêmes, ils vont venir
cogner à la sélection. C'est pour ça qu'on peut avoir un 20 ans qui ne peut pas courir comme Messi qui a 30 ans. Parce qu'il a 40 ans. Je prends notre cas. Vraiment, allez, on n'a plus le temps passé. Tu fais une cérémonie où tu mets des centaines de millions qui s'appelle Ballon d'Or de ton pays. Tu as les 3 meilleurs joueurs du championnat, les 3 meilleurs buteurs. Tu vas à une compète, aucun de dans l'équipe. Qu'est-ce que tu vends? Qu'est-ce que tu construis? Tu vends quoi? C'est quoi ton marketing? Si ce ne sont pas ces garçons-là. C'est quoi? On arrive à faire ça. Le meilleur joueur d'une saison dans un pays ne va pas en compète, le meilleur gardien ne va pas en compète, le meilleur buteur ne va pas en compète. Et tu dis que tu as un championnat que tu ne gères. Les critères, c'est quoi? Alors, c'était pas le meilleur. Vous faites des cérémonies, ouais, Tiwa Fresh, ouais, elle n'est pas là. Elle n'est pas là. Dans tous les cas, on doit être professionnel, totalement professionnel. On doit construire nos footballs. Le résultat de demain n'est pas le plus important. Il faut se projeter. Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut construire? Les DTN, les directions techniques nationales, doivent être des réalités. Pas des petites chambrettes là où on va parquer quelqu'un. Ils doivent penser comment on met des gens qu'on rend. C'est pas le copinage aussi. Justement, éviter le copinage justement si on veut être sérieux et prendre des décisions objectives qui permettent à ce qu'on puisse construire quelque chose et chacun doit être à sa place.